C'est l'ouverture de l'édition de l'information de ce jeudi sur A12 Télévision. Voici le sommaire de ce journal. Jour J-2 avant l'inhumation d'Aimé Henri Konon Bédié, l'ex-chef d'État ivoirien sera inhumé dans son village natal de Pépressou dans le centre du pays. Que retenir de la vie de cet homme? Son portrait en début d'édition. Les éléments français en Côte d'Ivoire ont un nouveau commandant en la personne du lieutenant-colonel Renard. Il succède ainsi au lieutenant-colonel Prenveille avec pour mission de renforcer la coopération interarmée ivoiro-française. Et à l'étranger, le gouvernement congolais est enfin connu. 5 mois après sa nomination par le président Tshisekedi, la première ministre Judith Tulakou a livré ce mercredi la liste de son équipe gouvernementale. Dans 48 heures, l'ex-chef d'État ivoirien et président du PDCI-RDA, Henri Konon Bédié, sera inhumé dans son village de Pépressou, dans le centre de la Côte d'Ivoire. Que doit-on retenir du parcours politique de cet homme qui, pendant plus de 60 ans, a plané sur la vie politique ivoirienne? C'est un dossier de la rédaction. Il est malheureusement impossible à la mort d'un homme d'extraire de sa mémoire ses souvenirs. Sinon, Henri Konon Bédié aurait légué à son pays une encyclopédie. À lui seul, celui dont les initiaux HKB créent un déclic chez ses compatriotes, totalise 63 années au sommet de l'appareil décisionnel de l'État ivoirien. Nommé en 1961, ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux États-Unis à seulement 27 ans, dans le bipolarisme d'une époque où les pays du tiers-monde majoritairement issus de la colonisation doivent se déterminer face à la guéguerre que se livrent les blocs, le jeune économiste réussit à faire de son pays un allié stratégique pour le bloc de l'Ouest. Il œuvre notamment à l'investissement de milieux d'affaires américains dans l'économie ivoirienne encore primaire. Ministre de l'économie et des finances de 1966 à 1977, on lui attribue l'ère glorieuse de miracles ivoiriens. Cette période faste, au cours de laquelle l'économie ivoirienne se modernise de façon fulgurante. Président de l'Assemblée nationale de décembre 1980 à décembre 1993, il accède le 7 décembre 1993 à la présidence de la République après la mort de Félix Houphouët-Boigny, dont il est le dauphin constitutionnel. Durant sa gestion du pouvoir d'État, ses détracteurs lui reprochent notamment le concept de l'ivoirité. L'opposition politique incarnée par le Rassemblement des Républicains et le Front populaire ivoirien dénonce ce concept socio-culturel comme une manœuvre subtile visant à éliminer le candidat du RDR, Alassane Ouattara, sur la base de critères identitaires. Certains iront plus loin pour lui prêter des intentions de stratification de la société ivoirienne. Renversé en décembre 1999, il entame une interminable période d'errance. À la tête du PDCI-RDA, il parvient tout de même à constituer en 2004 le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, une coalition de partis politiques dans laquelle toutes les tendances, y compris le RDR d'Alassane Ouattara, se retrouvent. Au premier tour de la présidentielle de 2010, Henri Konon Bédié arrive à la 3e place dans le décompte des urnes. Dans une posture de faiseur de roi, il se résout à apporter son soutien au candidat du RDR, Alassane Ouattara, qui, selon le résultat proclamé par la Commission électorale indépendante, sortira vainqueur au second tour devant Laurent Gbagbo avec 54,10% des suffrages exprimés. Au nom de l'appel de Daokro, du 17 septembre 2014, Henri Konon Bédié renouvelle son soutien à son allié du RHDP pour un second mandat. 2018 marque l'année de la rupture entre les deux hommes. Dans le mois de septembre, le PDCI se retire officiellement du groupement politique du RHDP. 2 ans plus tard, en 2020, HKB prend la tête d'une coalition de partis d'opposition regroupés au sein du Conseil national de transition qui, dans le refus de reconnaître la légalité du pouvoir en place, réélu à la soviétique malgré le boycott de la présidentielle par l'opposition, opte un premier temps pour la mise en place d'un gouvernement de transition, avant de se rétracter à l'issue de négociations qui permettront la remise en liberté de nombreux militants
et cadre de l'opposition incarcéré. Avec sa disparition le 1er août 2023, c'est le plus ancien des trois idoles de la politique ivoirienne qui s'efface, laissant le champ libre à deux successeurs, Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara, de poursuivre l'Odyssée. À la veille de son inhumation, c'est toute la Côte d'Ivoire dans sa diversité qui s'incline devant la mémoire d'un pilier acteur et témoin de grands défis de la nation depuis son indépendance. Les éléments français en Côte d'Ivoire ont un nouveau chef depuis ce mardi 28 mai. Il s'agit du lieutenant-colonel Renard qui succède au lieutenant-colonel Le Prenveille en fin de mission dans notre pays. Les détails de la rédaction. Fin de mission pour le lieutenant-colonel Fabrice Prenveille à la tête des éléments français de Côte d'Ivoire. Dans la soirée de ce mardi 28 mai, l'officier a été déchargé de ses fonctions au cours d'une cérémonie de transfert d'autorité qui s'est déroulée au sein du camp militaire français du 43e BIMA d'Abidjan. Pour lui, succédait le lieutenant-colonel Rena qui devra assurer la continuité et renforcer l'excellence des relations interarmées entre la Côte d'Ivoire et la France. Créé en 2015, les éléments français en Côte d'Ivoire EFCI disposent d'un effectif de 950 soldats actifs dans les détachements terrestres et aériens. Où en sont les travaux de construction de l'échangeur du carrefour Aquaba dans la commune de Port-Bouillet à Abidjan? Ce mercredi, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kouakou, s'est rendu sur le chantier pour s'enquérir de l'état d'avancée des travaux qui ne sont qu'à 65% de taux de réalisation. Pas suffisant pour le ministre qui a incité les entreprises prestataires à intensifier le rythme afin de permettre la mise en service de l'ouvrage au plus tard en début décembre de cette année. Le ministre ivoirien de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kouakou, était ce mercredi 29 mai sur le chantier de l'échangeur du carrefour d'Akwaba sur la voie menant à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Cette visite technique avait pour objectif d'inspecter les travaux et surtout de s'enquérir de leurs états d'avancement, d'autant plus que le délai initialement fixé pour la livraison de l'ouvrage était la fin juin. Si le respect des échéances fixées est utopique au vu de l'état actuel des travaux, qui ne sont qu'à 65% de taux d'achèvement, le ministre s'est dit rassuré de ce que d'ici la fin novembre, les travaux seront complètement bouclés pour permettre l'ouverture effective de l'échangeur en début du mois de décembre 2024. Amédée Kouakou a donc incité les entreprises prestataires à accélérer la cadence pour mettre fin au calvaire des usagers de cette voie internationale. Le ministre bissau-guinéen de l'Éducation et de l'Innovation scientifique, Harry Mané, séjourne actuellement à Abidjan où il est venu s'imprégner du modèle ivoirien en matière de formation professionnelle. Lors d'une rencontre avec son homologue ivoirien Nguessan Kofi, il a salué l'exemplarité de la Côte d'Ivoire dont peut s'inspirer son pays. C'est un reportage de la télévision ivoirienne. Le ministre de l'Éducation nationale et de l'Innovation scientifique de la Guinée-Bissau est en visite de travail et d'amitié en Côte d'Ivoire. Eri Mané a une séance de travail avec son homologue ivoirien Nguessan Kofi, ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Avec sa délégation, il est venu s'imprégner du modèle ivoirien en matière de formation professionnelle. En l'occurrence, l'école de la deuxième chance et l'Académie des talents. Nous sommes là pour visiter le Côte d'Ivoire. Profiter de l'expérience technico-professionnelle de la Côte d'Ivoire, profiter aussi de le curriculum scolaire de Côte d'Ivoire pour qu'on puisse être dans le même niveau dans l'UEMOA. On sait que Côte d'Ivoire, en tant que chef de file dans l'UEMOA, a beaucoup d'expérience dans le technico-professionnel. Pour aider nos jeunes dans la Guinée-Bissau et dans le sein de l'UEMOA. Je voudrais remercier le président Sissoko Ambalo qui a autorisé son collaborateur, le ministre Eri Mané, à venir en Côte d'Ivoire pour s'enquérir un peu de notre expérience en matière de formation professionnelle, surtout aussi de l'enseignement technique et d'apprentissage, afin qu'on puisse avoir des projets communs. Ces projets seront destinés à renforcer les capacités des enseignants de nos deux pays respectifs, mais aussi
à renforcer les capacités des jeunes de la Guinée-Bissau dans certaines structures en Côte d'Ivoire. Plusieurs rencontres et séries de travail attendent la délégation bissau-guinéenne à Abidjan. C'est l'une des grosses actualités sportives de ces derniers jours. L'Ivoirienne Corinna Soro a décroché la médaille d'or lors du premier championnat du monde de patin artistique qui avait lieu le 26 mai à Trieste en Italie. Qui est cette nouvelle étoile qui fait rayonner la Côte d'Ivoire à l'international? Son portrait dans cet élément de la rédaction. Sur la scène sportive et culturelle internationale, la Côte d'Ivoire continue d'accumuler les lauriers. Après le sacre à la CAN 2023, le triomphe de Noferima Fofana au Grand Prix Slam à Paris le 11 mai et l'exploit du jeune Loven Krikun qui le 19 mai à Québec au Canada remportait la première place mondiale au concours international de dictée PGL, le drapeau ivoirien vient d'être encore porté sur le toit du monde à l'issue de la Coupe du monde artistique internationale Série Trest 2024. Yede Corinna Soro, athlète professionnelle en roller artistique, a décroché ce dimanche 26 mai à Trieste en Italie la première place des séries artistiques de patin roulette en obtenant 154,91 points devant sa concurrente directe, l'italienne Federica Penzincrilli, 159,96 points. Âgée de 23 ans, l'athlète ivoiro-italienne détient déjà un palmarès suffisamment garni dans sa carrière professionnelle. Parmi les titres les plus importants au tableau de chasse de Corinna, ceux de vice-championne du monde 2019, championne d'Italie 2017 et 2018, vice-championne d'Europe 2017, médaillée d'or du Trophée international SIDMAC 2017, médaillée d'or à la Coupe d'Allemagne 2018. Cela faisait 5 mois depuis sa nomination par le président Tshisekedi que l'on attendait la liste des membres du gouvernement de la première ministre Judith Tulaku. Cette chose faite depuis hier mercredi, les 55 € élus sont connus, pas suffisant pour autant pour rassurer la rue qui attend désormais des résultats concrets. Après plus de 5 mois d'attente, on connaît enfin le nouveau gouvernement de la RDC. L'équipe de la première ministre Judith Suminwa Tuluka a été dévoilée mercredi sur la chaîne nationale. L'annonce était attendue avec impatience alors que l'Est du pays reste confronté à une grave crise sécuritaire, notamment dans la province du Nord Kivu. Si le gouvernement a été publié, nous du Nord Kivu, nous n'avons pas autre chose que la fin de la guerre. Les cas de déplacés doivent être déjà vidés pour que chacun retourne dans son domicile. Nous serons satisfaits lorsque nous verrons qu'il s'agit d'un gouvernement qui ne sert pas ses propres intérêts ou ceux de sa famille. Les membres nommés doivent comprendre qu'ils sont là pour servir le peuple congolais, répondre à ses besoins et résoudre ses problèmes, ainsi que travailler pour la nation. L'annonce intervient 10 jours après ce que l'armée a qualifié de tentative de coup d'État. Outre la sécurité dans le pays, la situation socio-économique est préoccupante en raison de la dépréciation de la monnaie nationale. La société civile espère des résultats concrets. Nous pensons qu'avec ce gouvernement et ce que nous leur demandons, on ne va pas trop les juger sur leur composition ou sur leur appartenance politique, mais nous allons les juger sur les premiers pas, les premiers résultats que nous voulons voir dans 3 jours, dans 1 semaine, sur les champs de bataille. Félix Tshisekedi a placé comme priorité de son mandat la création d'emplois, la diversification de l'économie ainsi que la hausse du pouvoir d'achat. Au pouvoir depuis janvier 2019, il a été réélu dès le premier tour en décembre dernier. Et au Nigeria, difficile de dire qu'après 1 an de gestion du pouvoir, le président Tinubu est convaincu. Du moins, l'on s'en tient à ce reportage de la rédaction d'Africa News dans lequel des citoyens nigérians estiment que la situation économique s'est même dégradée depuis son arrivée au pouvoir. 1 an après l'arrivée de Bola Tinubu à la présidence du Nigeria, nombreux sont ceux qui estiment que ses promesses n'ont toujours pas été tenues. La hausse des prix de l'essence a entraîné une augmentation du coût des biens et des services dans tout le pays. Pour Ajani Lola, fonctionnaire du sud-ouest du Nigeria, la situation ne semble pas s'améliorer.
Notre gouvernement n'a pas rendu les citoyens heureux au cours de l'année écoulée. Les citoyens n'ont pas été satisfaits de son action. Il nous a tous plongés dans une situation préoccupante en ce qui concerne la nourriture, l'argent et d'autres aspects. C'est un gouvernement qui nous soumet à d'innombrables difficultés. Nous espérons toujours que les choses vont changer au Nigeria, mais avec la tournure que prennent les événements, et à mesure que les présidents se succèdent, j'ai l'impression que la situation ne cesse d'empirer. Le programme de Bola Tinubu donnait la priorité à la création d'emplois, à l'investissement dans l'agriculture et les infrastructures publiques et au renforcement de la sécurité nationale, mais selon l'avocat Kazim Adebowale, c'est un échec. Le rôle traditionnel du gouvernement comprend 3 fonctions importantes. La première est de garantir la sécurité des personnes, la seconde est d'assurer le bien-être de la population et la troisième consiste à préserver l'image du pays sur la scène internationale. Sur les 2 premières questions, ce gouvernement a lamentablement échoué. Les gens éprouvent une réelle souffrance à vivre dans ce pays aujourd'hui. Malgré de nombreuses réformes réalisées au cours de cette année, les efforts de Tinubu demeurent insuffisants. En plus du chômage et de l'inflation, les Nigérians doivent faire face à une situation sécuritaire dégradée, marquée par des kidnappings de masse. Au chapitre électoral à Madagascar, l'on votait aujourd'hui pour élire les 163 députés devant siéger à l'Assemblée nationale. Un scrutin important pour l'ensemble des formations politiques, y compris pour le parti au pouvoir, qui espère conserver sa majorité. Des Malgaches levés aux aurores pour aller voter. Pour beaucoup, ces législatives sont plus importantes que la présidentielle, car ils jugent les députés plus proches du peuple. Aujourd'hui, près de 12 millions d'électeurs sont appelés à élire 163 députés pour renouveler l'Assemblée nationale. Le parti au pouvoir, Tanora Malagasy Vorona, souhaite conserver sa majorité au Parlement, tandis que l'opposition désunie espère un changement. De son côté, le président Andry Rajoelina souhaite obtenir une Assemblée nationale acquise à sa cause, comme l'est déjà le Sénat, et avoir les pleins pouvoirs pour diriger le pays. Au Cameroun, les effets du changement climatique, les conflits internes et l'afflux de réfugiés, entre autres, pourraient provoquer une crise alimentaire aiguë dans le dernier trimestre 2024. Dans le but d'éviter ce scénario qui devrait affecter près de 2 500 000 personnes dans 6 régions du pays, le gouvernement, le Programme alimentaire mondial et la Banque mondiale viennent de mettre en place le projet d'urgence de lutte contre l'insécurité alimentaire. Reportage. Les dernières données harmonisées parlent d'environ 3 millions de Camerounais ayant été exposés à des conditions IPC3+, correspondant à une situation d'insécurité alimentaire modérée. La situation pourrait empirer dans les prochains mois si des mesures appropriées ne sont pas prises. 14 départements répartis sur 6 des 10 régions du Cameroun sont menacés par le fléau. 2 409 000 habitants, soit environ 9% de la population camerounaise, sont exposés au risque de crise alimentaire au cours des mois de septembre, octobre et novembre. La venue des réfugiés des pays voisins ainsi que les conflits intercommunautaires ont un impact sur les déplacements internes de population et l'insécurité alimentaire, à côté d'autres facteurs. L'augmentation des événements météorologiques extrêmes et les changements climatiques ont apporté un impératif besoin pour le gouvernement de trouver des solutions d'adaptation et d'atténuation. Le Cameroun aujourd'hui est confronté donc à ce changement climatique et on note par-ci, par-là, non seulement des sécheresses dues aux précipitations irrégulières, mais aussi parfois des inondations qui font que les productions agricoles sont dévastées. Pour répondre de manière urgente à l'atténuation des impacts à court et à long terme de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle et également renforcer la résilience économique, climatique et communautaire des populations des 6 régions du Cameroun touchées par cette crise, le gouvernement du Cameroun, appuyé par ses partenaires que sont le Programme alimentaire mondial et la Banque mondiale, a mis en place le projet d'urgence de lutte contre la crise alimentaire dénommé PULCA. In 2023, just to tell you a little bit about World Food Programme,
En 2023, simplement pour vous parler en quelques mots du programme alimentaire mondial, nous avons continué de sauver des vies et de développer la résilience d'environ 900 000 personnes vulnérables au Cameroun, femmes et enfants inclus. Sous le projet PULCA, le PAM soutient environ 300 000 personnes vulnérables avec en vue de relever la suffisance alimentaire, l'accessibilité et le soutien alimentaire, booster la résilience économique des communautés, booster la production, la productivité et améliorer les mécanismes de réponse climatique et autres chocs. Le projet d'urgence de lutte contre la crise alimentaire au Cameroun, financé par la Banque mondiale à hauteur de 59 milliards de francs CFA et dont le programme alimentaire mondial est le principal partenaire de mise en œuvre à une durée de 3 ans, débuté en 2023. Il s'achève en 2025. On termine avec la Moldavie où le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a marqué une escale pour rassurer Chisinau du soutien de Washington face au risque d'attaque russe. Regardez. Le secrétaire d'État américain a assuré la Moldavie du soutien de Washington lors de sa rencontre avec la présidente moldave à Chisinau. Antony Blinken doit par la suite assister à une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN à Prague. Cette visite a lieu seulement 2 semaines après son voyage en Ukraine pour assurer Kiev du soutien de Washington face à l'intensification des attaques russes dans le nord. La Moldavie redoute notamment des actions de déstabilisation orchestrées par la Russie. Moscou est également soupçonné d'être derrière de nouveaux mouvements anti-occidentaux en Géorgie. Fin de l'édition de ce jeudi. Merci de nous avoir suivis sur A12 Télévision. Restez connectés à nos programmes. Au revoir.